d'abord vous remercier de m'avoir donné la parole pour participer avec vous à partager un certain nombre de réflexions sur une thématique que j'ai définie sur un temps interrogatif pour des raisons simples. C'est parce que c'est un thème qui est ancien et en même temps nouveau et qui va être présenté sous un autre angle. Je ne vais pas évoquer les statistiques, les gaps à rattraper pour les différentes ressources naturelles, et encore moins répéter donc les principaux concepts qui ont prévalu pratiquement sur une cinquantaine d'années depuis que ce développement durable a pris naissance. Le développement durable va donc être interrogé sous l'angle de sa faisabilité. D'abord compte tenu de la complexité du thème, compte tenu de sa dimension, compte tenu des enjeux et aussi compte tenu de l'évolution de ressources naturelles qui ont connu une altération, une dégradation et qui fait que tous les donneurs ou les lanceurs d'alerte n'ont pas eu d'écho sur les 50 dernières années. Nous sommes rentrés dans une époque qu'il est convenu d'appeler l'Anthropocène, en ce sens que l'homme est au milieu justement du façonnement de cette ère géologique, quelles que soient les divergences au niveau de la datation de cette ère, parce que certains s'interrogent, est-ce que cela a commencé avec l'ère industrielle ou alors avec l'émergence de l'agriculture moderne, il y a 5000, 6000 ans, ou alors avec la déglaciation, il y a 15 000, 2000 ans, ou alors beaucoup plus loin, comme certains le suggèrent, puisque l'homme a été capable de produire des dégradations absolument uniques, parce qu'il a oublié simplement qu'il faisait partie de l'écosystème, et que l'homme n'est pas en dehors de l'écosystème qu'il peut façonner à sa guise, mais il est dedans. Et sa survie ou son avenir tient aussi à l'avenir de l'écosystème dans lequel il vit. Il y a 100 000 ans, il y avait encore 6 espèces d'hominidés. Il n'en reste une seule. Il en reste une seule, c'est-à-dire Homo sapiens, c'est-à-dire nous. Ça veut dire sur 100 000 ans, pratiquement, il y a eu une forme de dégradation et qui a donc produit les effets que nous vivons actuellement. Alors, je ne vais pas remonter donc aussi loin dans l'histoire, mais tout simplement de prendre cette thématique sous 2 angles. Un angle qui est plutôt d'ordre philosophique, et je vais emprunter donc le contenu d'un livre qui est revenu maintenant à la mode et qui a été rédigé en 1956 et qui s'appelle L'obsolescence de l'homme de Günther Anders, ce philosophe allemand, et qui était l'un des premiers lanceurs d'alerte sur la dégradation de l'environnement d'une façon générale. Il a été taxé donc à l'époque de romantique réactionnaire, romantique parce qu'il voulait toujours avoir une touche d'humanité dans nos projets, dans nos modes de développement, et qui s'élevait contre les révolutions technologiques, qu'il grossissait un peu avec beaucoup de talent en termes d'exagération de ce qui se passait, et donc romantique parce qu'il voulait une touche d'humanité dans les modèles de développement, et réactionnaire tout simplement parce qu'il avait une vision critique de ces modèles de développement. Et la critique, évidemment, c'est une forme de contestation analytique des événements. Et quand on critique, en général, on s'oppose à la marche du mouvement, c'est-à-dire une forme de réaction au progrès, entre guillemets, qui se dessinait ou qu'apportait donc la révolution technologique. Il avait choisi d'exagérer volontairement ce qui se passait parce qu'il disait lui-même que parce qu'on voulait le déposséder du titre de philosophe dans la mesure où le philosophe s'intéresse au général et pas au singulier, et pas au contingent et pas au particulier. Mais le philosophe s'attache au fondement. Et lui défendait effectivement le courant inverse qui voulait dire tout simplement qu'il faut s'intéresser au particulier, au contingent, de ce que vivent les humains
de façon quotidienne pour construire justement une idée générale, le fondement, et qui pourrait donc donner cette forme de philosophie à sens inversé. Ce livre, il disait que la technologie que l'homme faisait dans ce modèle de développement consistait carrément à avoir les éléments d'autodestruction de l'humanité. C'était toujours avec beaucoup de talent dans l'exagération, mais il a choisi cette façon de décrire les événements parce qu'il disait qu'il y a beaucoup de phénomènes qu'on ne voit pas ou qu'on ne voit pas assez et qu'il est normal qu'on exagère, qu'on force un peu les traits pour mieux les voir. C'est comme il disait lui-même, un astronome qui utilise le télescope pour voir des choses lointaines qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Donc il voulait forcer le trait pour attirer l'attention sur ces modèles de développement qui portaient justement en eux-mêmes les instruments de la dégradation de l'écosystème, c'est-à-dire de l'environnement de l'homme et l'écosystème dans lequel il vit. Le deuxième angle, si vous voulez, d'entrée, c'est celui du Club de Rome. Ce fameux club, vous le savez, qui regroupait un certain nombre de chercheurs, d'universitaires, de gestionnaires, d'industriels, et qui se posait la question en 68, alors qu'on était à l'apogée de la croissance dans les 30 glorieuses, et qui disait tout simplement qu'il n'était pas possible que les modèles de développement que nous vivons, que nous avons, ne sont pas pérennes, ne sont pas soutenables. Compte tenu d'abord de l'épuisement attendu des ressources naturelles, notamment l'énergie, la dégradation de l'écosystème d'une façon générale, la malnutrition, les disparités, etc. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui faisaient débat à l'époque. Alors ils ont confié cette approche à l'UMIT de Boston et qui a produit ce fameux rapport Meadows qui a connu une très grande diffusion en 1972, exactement à la période où se tenait à Stockholm la première conférence internationale des Nations Unies sur l'environnement. Cette année 1972 est importante, et ce rapport Meadows, justement, du nom de son rédacteur essentiel, Meadows, il montrait que l'économie mondiale allait s'effondrer vers 2030 et qu'il était nécessaire de changer de modèle de développement. L'année 72, donc, c'est une grande conférence des Nations Unies, mais ce qui est important, c'est que probablement, on était en train de connaître un point d'inflexion majeur en termes de développement durable. Parce que jusqu'à cette époque-là, on considérait que la dégradation de l'environnement est un mal nécessaire. C'est-à-dire, pour se développer, on apporte des altérations à la dégradation de l'environnement d'une façon générale. Et il suffisait de réparer les dégâts provoqués par le développement. Donc on n'était pas encore dans la notion de développement durable, mais on était dans une forme de réparation des dégâts causés à l'environnement d'une façon générale. Donc la lecture du passé se présentait non pas comme une façon de construire l'avenir, mais pour réparer le passé en général. Donc cette approche n'était pas recevable et il fallait trouver des façons, des modèles de développement qui permettaient de respecter l'environnement. Et nous allons voir que ce concept a connu une évolution importante qui aboutit au développement durable dans son acception internationale actuelle. Donc, 1972 aussi, rappelons-nous que c'était l'acte de naissance de l'écologie politique. C'était l'époque où les grands courants donc, de partis verts connaissaient leur essor dans les divers pays, en Allemagne, en France. Évidemment, ces partis se sont rétractés par la suite parce qu'ils n'ont pas su renouveler leur offre écologique. Mais c'était quand même un point d'inflexion et il a été confié donc, à une certaine Madame Brundtland, qui était la ministre à l'époque de l'Environnement de Suède, puisqu'elle abritait la conférence des Nations Unies, de constituer un groupe de réflexion pour essayer de définir ce que c'est que le développement durable.
Donc il y a eu un long cheminement de 72. Donc nous passons donc sur des étapes intermédiaires pour aboutir en 1992 au sommet de la Terre de Rio, et dans lequel il y avait pour la première fois une définition du développement durable et qui se définissait comme trois choses concomitantes: la croissance économique, la préservation de l'environnement et la troisième composante qu'on oublie souvent, qui est l'aspect social. Donc la croissance économique, on partait du principe que, d'ailleurs le rapport qui a été fait, le rapport Meadows, qui s'appelait en anglais The Limits to Growth, et qui a été traduit inexactement en français par les limites, ou plutôt halte à la croissance, donc The Limits to Growth est traduit en français par halte à la croissance. Or ce rapport n'a jamais préconisé une croissance zéro. Il a tout simplement préconisé de se développer autrement, mais d'assurer une croissance qui reposait sur le respect donc, de l'équilibre environnemental et en même temps sur l'aspect social. Donc ce concept est universellement admis, mais je crois que la lecture n'est pas toujours la même pour tout le monde. Parce que le développement durable n'est pas une forme de marchandise de supermarché où on met un peu d'environnement, un peu de croissance, un peu de social. C'est pas du tout ça. C'est une forme de développement qui est à la rencontre de ces trois éléments en même temps. C'est-à-dire c'est un terrain, si vous voulez, de convergence de ces trois aspects. Donc créer de la croissance sans dégrader le capital écologique et sans créer de disparités au niveau social, ni en termes de biens et services, ni en termes d'accès, disponibilité et accès de ces biens et services. Donc nous avons, en 1992, procédé à la signature de ces trois grandes conventions des Nations Unies que tout le monde connaît. Une convention sur les changements climatiques, une convention sur la lutte contre la désertification, et la troisième convention sur la diversité biologique, la biodiversité. Alors, donc on était très content d'avoir ces trois conventions et on s'attendait à ce que les tendances de dégradation allaient s'inverser. La première réunion, Rio plus 10, c'est-à-dire en 2002 à Johannesburg, en Afrique du Sud, la réunion des Nations Unies sur le développement durable a montré qu'on était très très loin d'avoir inversé les tendances, que les dégradations continuent à se faire sur tous les plans. D'abord sur le plan de la désertification, deuxièmement sur l'érosion de la biodiversité qui se dégradait, et les changements climatiques, on était encore à l'époque où il y avait quelques climato-sceptiques, puisque n'oublions pas que la première réunion du GIEC, ce groupe intergouvernemental pour les études sur le climat, la première réunion a eu lieu en 1990, 2 ans avant Rio, et qu'il a fallu plusieurs réunions, notamment au 4e rapport, où il fallait se rendre à l'évidence que la dégradation des changements climatiques sont dus aux gaz à effet de serre et qu'ils ont un lien direct avec nos modèles de développement. Donc tous les gaz à effet de serre, en premier lieu, le plus connu c'est le dioxyde de carbone, mais il y a le reste, tel que le méthane par exemple, et qui est 20 fois plus fort que le dioxyde de carbone. Et quand on pense que, par exemple, si on devait aligner les consommateurs chinois aux consommateurs américains ou européens sur la consommation de viande, on mesure un peu quelle est l'éjection de méthane qui se ferait dans l'atmosphère et les dégradations qui pourraient résulter en termes de gaz à effet de serre. Donc 2002, on n'a rien inversé du tout. Les autres réunions qui allaient se produire après, celle sur la diversité biologique à Nagoya au Japon en 2010, donnaient le même constat, que toutes les dégradations continuaient, la diversité biologique continuait à aller dans une érosion qui semblait être irréversible. Et puis quand on a fait toutes ces réunions, en fait, on peut dire que les moyens mis en place n'étaient pas suffisants ou n'étaient pas à la hauteur, ou n'avaient pas la masse critique pour inverser les tendances. C'est probablement vrai. Je crois que ce qui est essentiel dans cette analyse, c'est de dire
que les conventions étaient de bonnes conventions, mais la démarche n'était pas la bonne. Parce que comment peut-on parler du changement climatique, ou comment peut-on parler de lutte contre la désertification, de la dégradation de sol, sans parler des changements climatiques? Donc il y a un lien direct. Comment peut-on parler de la diversité biologique, la Convention sur la diversité biologique, sans parler de la dégradation des terres, c'est-à-dire la dégradation des habitats? Mais ça ne sert à rien d'avoir une liste rouge d'espèces menacées sur lesquelles on fait beaucoup d'efforts si on ne s'attache pas à l'habitat de ces espèces. Sauver une espèce, c'est d'abord sauver son habitat. Donc le statut d'une espèce, établir une liste rouge des espèces, c'est utile, c'est nécessaire, mais il faut établir une liste rouge des écosystèmes, de la dégradation du système. Il y a la dégradation des habitats, il y a la fragmentation des habitats, etc. Donc on s'est rendu compte que les trois conventions, elles sont des conventions intimement liées et qui ne sont pas sécables, on ne peut pas les disjoindre. Il faut qu'elles soient lues ensemble, en même temps, pour qu'on puisse leur donner du sens. Donc les trois conventions devaient avoir une lecture conjointe et revenir au concept de base qui est le développement durable avec ces trois constituants. Les Rio plus 20, c'est-à-dire en 2012, en juin 2012, c'était une réunion qui ne peut pas être taxée de réussite, puisque en fait, en dehors du changement de lexique, parce qu'on a troqué le concept de développement durable par le concept d'économie verte. Or, c'est quoi l'économie verte? C'est une régression par rapport au développement durable, parce que l'économie verte, c'est le développement durable, moins l'aspect social. Or, l'aspect social, c'est le germe, justement, de toutes les fractures dans les sociétés modernes et industrielles. C'est le germe principal. Donc, on peut faire de l'économie verte, c'est bien, il faut le faire. Mais il faut revenir au concept de base qui est le concept de développement durable, et l'aspect social est important. On va en dire tout à l'heure quelques mots. Donc, 2012 d'ailleurs, Rio plus 20, 2012, c'est rapport Meadows plus 40. C'est-à-dire le rapport de Club de Rome avait 40 ans. Il a été réécrit avec de nouveaux modèles d'analyse et tout, il aboutit au même résultat. C'est-à-dire qu'il prédisait qu'à l'horizon 2030, nos modèles économiques allaient s'effondrer si on continuait sur la tendance des modèles actuels. Donc tous les voyants étaient au rouge. Et après 2012, peut-être de Rio, je pense que le seul aspect positif, c'est d'avoir mis en place un certain nombre de commissions qui ont travaillé sur des approches différentes et qui allaient donner, en septembre 2015, les objectifs du développement durable à l'horizon 2030, constatant que 2030, c'est exactement l'horizon qui a été fixé par le Club de Rome et le rapport Meadows, l'effondrement de l'économie en 2030. Donc ce rapport Meadows n'a pas vieilli, n'a pas pris une seule ride, il restait actuel, sauf que la fenêtre de tir s'est rétrécie et qu'il n'y avait plus beaucoup de temps au discours et il fallait passer à l'action. Et je crois qu'il faut se réjouir de l'année 2015 qui a connu un certain nombre d'acquis énormes. D'abord la conférence d'Addis Abeba sur le financement du développement. Puis 2015, en septembre 2015, l'adoption par les Nations Unies des objectifs du développement durable à l'horizon 2030. En décembre 2015, donc c'est le même automne, nous avons eu l'accord de Paris. L'accord de Paris, donc, qui est un succès diplomatique indéniable. Et il faisait suite à toute une série d'échecs, Copenhague en 2009, Cancun, Durban, Doha, Varsovie, Lima et Paris. Donc tout ceci donnait un certain nombre de désespoir, et l'accord de Paris était quelque chose d'absolument, un succès diplomatique indéniable. Et puis il y a d'autres choses qu'il faudrait souligner, c'est que l'accord de Paris, en avril 2016, a été signé dans l'enceinte des Nations Unies, où on retrouvait le même engouement de toute la communauté internationale
pour l'accord sur le changement climatique. Et miracle pour une convention de cette nature, moins d'une année après sa signature, après son adoption à Paris, moins d'une année, il y a eu la ratification de cette convention sur les changements climatiques en octobre 2016. On avait déjà atteint le 5 octobre les deux conditionnalités, c'est-à-dire 55 des pays qui ont signé et qui représentent un minimum de 55% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est miraculeux sur le plan des textes et je pense que c'est quelque chose qu'il faut enregistrer de façon très positive. Et comme bonheur n'arrive jamais seul, il y a eu aussi deux autres accords qui ont été signés et dont on parle très peu. Il y a d'abord l'amendement donc du protocole de Montréal sur les gaz qui attentent à l'intégrité de la couche d'ozone. C'est très important. Et le deuxième, l'accord de l'ICAO, c'est-à-dire l'Association de l'aviation civile internationale sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre par les organes de transport, notamment l'aviation et le maritime. Donc tout ceci donnait des éléments d'espoir. N'était-ce le froid qui a été jeté donc, en novembre 2016 à Marrakech, à la COP22, par les positions qui ont été prises par l'administration américaine par rapport aux engagements antérieurs sur cet accord. Alors, ce qui nous importe maintenant, c'est que les ODD 2030 de septembre 2015 est quelque chose d'extrêmement important, parce que dans ces ODD, nous avons 17 objectifs, et il y a 169 cibles, et pratiquement c'est l'inventaire de tous les maux de la planète. Tous les maux sont répertoriés. Mais quand on a fait le diagnostic, et quand on a fait si vous voulez, l'inventaire exhaustif de quoi souffre notre planète, il reste le traitement. Et le traitement est important. Alors, quelle est la faisabilité de ces objectifs du développement durable? On ne va pas passer tous les objectifs, mais peut-être de focaliser sur des aspects qui ont été mis de côté et qui sont probablement qui ont un rôle essentiel dans le débat. C'est d'abord la lutte contre la pauvreté, l'objectif 10, qui parle de l'aspect social. Donc si on prend les objectifs du millénaire, donc, qui ont expiré en 2015, il était stipulé qu'il fallait lutter contre la pauvreté. Dans les ODD 2030, on stipule qu'il faut lutter contre les disparités. Contre les disparités à l'intérieur des États, mais entre les États eux-mêmes. Donc on a évolué beaucoup parce qu'en fait, il a été constaté par diverses études que lorsque les pauvres sont moins pauvres, il n'est pas évident que la société s'en porte mieux lorsque les riches deviennent de plus en plus riches. Et je crois que certaines statistiques donnent un peu l'ordre de grandeur, quand vous avez pratiquement 0,7% de la population mondiale qui possède 49,6%, un peu moins de 50% des richesses mondiales, alors que 2,7% de la population n'ont que, 70% pardon, de la population n'ont que 2,7% des richesses. Donc la comparaison n'est pas du tout de donner un revenu dans l'absolu pour lutter contre la pauvreté, parce que la comparaison ne se fait plus dans l'absolu, mais dans le relatif, dans le comparatif. Et cet objectif 10, il est important parce qu'il donne les ingrédients, un mode opératoire qui permet d'avancer justement dans ce troisième pilier du développement durable sur lequel on ne s'est pas penché beaucoup. Si on prend par exemple les changements climatiques, nous savons que la vulnérabilité, il est plus vers les pays du sud, les pays insulaires, les pays sahariens. Donc il y a une sorte de vulnérabilité dans lesquelles ces pays reçoivent de plein fouet les effets négatifs des changements climatiques, mais ils n'ont aucune responsabilité historique dans ce qui leur advient. Et je pense que l'un des attributs de l'accord de Paris, c'est qu'il a réussi à contourner cette confrontation nord-sud pour travailler
sur un autre pilier qui est celui des solidarités et d'accorder dans les financements le même avantage entre l'adaptation et l'atténuation. L'adaptation concerne en premier lieu les pays insulaires. Les pays insulaires, c'est à peu près 300 millions d'habitants et qui sont sur la première ligne, c'est-à-dire même 1,5 degré d'augmentation de température, c'est beaucoup trop. Donc nous sommes sur une forme de vulnérabilité qui n'est pas du tout la même. Ce qui fait justement que certains ingrédients de cet accord, tels que l'aspect donc adaptation et atténuation, c'est extrêmement important dans le concept. Dans le financement, la même chose. On prévoit de faire 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 pour financer l'adaptation. Mais encore faut-il savoir quelle adaptation, parce que quand on interroge les chiffres à l'intérieur de l'adaptation, si on veut par exemple parler des énergies renouvelables, je crois qu'il n'y aura aucune difficulté à amener les investisseurs privés vers ce genre d'investissement, pourvu qu'on leur trace le cap, que les pouvoirs publics donnent l'exemple, qu'on leur donne une forme de sécurité sur le plan législatif et fiscal, pour qu'ils puissent investir sur ces genres sur ce genre d'énergie, et qui leur permet d'avoir un retour sur investissement et de ne pas changer, par exemple, comme cela s'est passé d'ailleurs dans certains pays européens, où on change de fiscalité et puis après l'investissement qui lui couvre ces 20 ans ou 30 ans se trouve du jour au lendemain dans l'incertitude la plus totale. Donc pour ce genre d'opération, je crois qu'il est facile d'opérer. Mais lorsque vous avez des questions d'adaptation, et ce n'est pas très excitant pour un investisseur d'aller financer la dégradation des sols ou un bassin versant. Et pourtant, il faut faire ce genre de choses, parce que c'est important. Un bassin versant, c'est protéger les eaux, c'est protéger les ressources, et l'eau, c'est important. Mais on n'aura pas beaucoup d'investissements qui viendraient, notamment du secteur privé, pour aller s'investir dans ce genre d'opération. Parce que la rentabilité financière ou économique n'est pas évidente, et pourtant la rentabilité sur le plan du développement durable est très évidente et nécessaire. Un exemple très simple, parce qu'autour de cet aspect, si vous prenez le lac Tchad par exemple, le lac Tchad sur les 4-5 dernières décennies, il a perdu 90% de ses capacités en eau et 90% de sa superficie. Autour de ce lac vivaient les pasteurs et les agriculteurs. Il y a 9 pays. Lorsque vous avez donc cette terre qui ne produit plus, donc elle devient une terre qui expulse, donc ils sont captés par toutes les idées qui peuvent donc tourner autour du recyclage de cette forme de vulnérabilité. Et pourtant, il est important de travailler sur le bassin du Congo et de travailler sur le lac Tchad pour essayer de reconstituer ces écosystèmes et pour garantir la stabilité. Il y a d'ailleurs une initiative africaine qui s'appelle le Triple S, c'est-à-dire sécurité, sustainability parce qu'en fait, il s'agit de coupler les deux. C'est entre la stabilité, la sécurité et la préservation donc des revenus. Mais tout ceci demande à être appliqué. Pour être appliqué, il va falloir avoir donc un mode opératoire. L'inventaire des objectifs du développement durable demande donc beaucoup de bonne volonté, et surtout que nous sommes dans une forme de bien commun. Et le bien commun, ça veut dire que nous sommes pratiquement dans la tragédie du bien commun. Lorsque vous parlez du changement climatique, des accords de Paris, tout le monde est d'accord sur l'objectif. Tout le monde veut arriver au même objectif. Mais il y a ce qu'on appelle, dans l'économie du bien commun, le syndrome du passager clandestin. Il y a ceux qui veulent arriver au même objectif, mais sans payer les tickets. Sans payer les tickets, donc ce phénomène est connu dans la tragédie du bien commun, même à l'échelle communautaire, parce qu'on juge que l'effort qu'on nous demande est un effort important, il est immédiat, alors que les résultats sont des résultats globaux et différés dans le long terme. Donc il se produit justement cette forme
où les efforts des uns servent à la totalité, et ceux qui ne font pas l'effort, donc les mauvais élèves, seront mieux récompensés que les bons élèves, dans ce genre de choses. Alors donc pour ces contours de la faisabilité, les temps qui vont arriver donc, sont des temps un peu difficiles sur lesquels il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action de façon importante parce qu'il faut mettre les financements de façon tout à fait substantielle. Et surtout donc travailler sur l'engineering d'un certain nombre d'opérations, notamment les opérations d'adaptation, dans lequel un couplage de financement public, de financement privé et du mécénat ou de la philanthropie peuvent donner des réponses à des programmes qui ne sont pas financièrement rentables dans le court terme avec un retour sur investissement qui permet d'aller dans le sens du développement durable. Pour finir, je vais juste donner 2 ou 3 réflexions sur le mode opératoire. Je crois que lorsque nous parlons de sectorialité, c'est-à-dire les plans sectoriels, ou lorsque nous parlons de thématiques, changement climatique, eau, etc., nous sommes sur des visions, sur des logiques linéaires. On peut avoir les meilleures logiques linéaires, mais un projet global n'est jamais la somme de bons projets sectoriels. Parce qu'il y a une contradiction entre les plans sectoriels et il est évident qu'il faut procéder, avant de mettre en déclinaison, si vous voulez, opérationnelle les plans sectoriels, il faut procéder aux arbitrages qui sont nécessairement douloureux. C'est-à-dire que l'unité de travail doit être l'unité de territoire. Chaque territoire a ses spécificités, il a ses forces, il a ses fragilités, il a ses ressources naturelles. Il y a des points ou des lignes rouges qu'il ne faut pas transgresser. Une fois qu'on connaît le capital de ce territoire, il faut fixer quels sont les modèles de développement les plus rentables dans l'intérêt de la communauté et pas des secteurs. Une fois qu'on a défini cet intérêt, il faut à la fin aller vers des plans sectoriels qui sont les déclinaisons de cette vision globale. La vision globale n'est pas une somme de projets sectoriels qui ont été construits selon les logiques sectorielles. Il faut penser globalement dans l'unité de territoire et décliner les plans sectoriels en ayant procédé à des arbitrages et qui permettent de faire du développement durable. Un exemple très simple, quand on a l'eau dans une région, quand vous avez des plans sectoriels, mais chacun a besoin d'une quantité d'eau pour arriver à ses objectifs. Lorsque vous faites la somme de l'eau dont vous aurez besoin pour exécuter vos plans sectoriels, vous constaterez que vous n'avez pas cette eau. Vous n'avez pas cette eau dans la quantité que vous demandez. Et on commence à faire ce qu'on appelle la convergence, c'est-à-dire d'essayer de mettre en cohérence les plans sectoriels. Alors que le développement durable impose d'inverser totalement la logique, de penser globalement et de décliner sectoriellement par la suite par rapport aux potentialités de chaque territoire. C'est à ce moment-là qu'on arrive à décliner le développement durable sur le plan territorial. Sinon, nous allons prélever au-delà des niveaux de renouvelabilité des ressources, et nous allons considérer des valeurs ajoutées qui seraient des valeurs ajoutées qu'il faut minorer de la décapitalisation des actifs écologiques. Lorsqu'on prélève plus d'eau que le renouvellement ne peut permettre de la ressource, ce qui veut dire que nous serons dans une spirale de dégradation des ressources naturelles. Je vous remercie.